Mon fils a publié un message dans la conversation de groupe familial. On pense qu'il vaut mieux que maman prenne ses distances pour l'instant. Ma belle-fille a réagi avec un pouce levé. J'ai répondu « Compris, je vais respecter ça et je vais donc me retirer du paiement de l'hypothèque de la maison et des virements de 4 000 € mensuels. » Cette nuit-là, mon téléphone a implosé sous les appels désespérés. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. Comment une femme de 72 ans qui avait tout sacrifié s'est retrouvée mise à la porte de sa propre famille par 16 mots et un emoji. Et comment cette même femme a décidé que c'en était assez. Tout a démarré il y a 15 ans. Quand Antoine, mon fils aîné, est rentré à la maison. Chantal à son bras, les yeux pétillants. « Maman, c'est elle ?» m'a-t-il dit. Et je l'ai cru. Je les ai accueillis, à bras ouverts. J'ai préparé le dîner, sorti les beaux verres. Chantal souriait et m'appelait « Maman Martine ». Dès le premier jour, elle me serrait fort dans ses bras. Elle disait n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi chaleureux que moi. Et moi, naïve, j'ai fondu. Je pensais avoir gagné une fille. Je ne savais pas que j'avais signé un contrat à vie comme distributeur automatique familial. 6 mois plus tard, il se mariait. Le mariage fut magnifique. J'ai payé la robe de Chantal, une robe ivoire en dentelle, qui a coûté 2 500 €. J'ai aussi réglé les fleurs, la salle, la moitié du traiteur. C'est que les parents de Chantal ne peuvent pas beaucoup participer, m'a expliqué Antoine. Tu comprends, maman. Toi, tu comprends toujours. Et oui, je comprenais toujours. Je disais toujours oui. J'ouvrais toujours mon portefeuille. Parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Se sacrifier, donner, soutenir, même si personne ne vous soutient en retour. 1 an plus tard, le sujet de la maison est arrivé. « Maman, on a trouvé la maison parfaite », m'a dit Antoine au téléphone. Sa voix était excitée, presque enfantine. « Mais on a besoin d'aide pour l'apport. Les banques demandent 20%, et nous, on n'y arrive pas. Je venais de vendre le petit appartement que mon mari et moi avions acheté jeunes. L'argent était là, de côté. C'était ma sécurité, mon matelas pour mes vieux jours. Mais Antoine était mon fils, et Chantal était enceinte. Ils allaient avoir un bébé, mon premier petit enfant. Comment pouvais-je dire non? Je leur ai donné 50 000 € pour l'apport, l'intégralité de mes réserves, tout ce que j'avais épargné pendant 30 ans de mariage. « On te le remboursera, maman », a promis Antoine. « Dès qu'on sera stable. » Chantal m'a serré dans ses bras en pleurant. « Tu es un ange, maman Martine. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. » Je me suis sentie bien, utile, nécessaire. Je ne savais pas que je venais d'acheter mon propre billet pour l'enfer. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 2 mois plus tard, Antoine est revenu. « Maman, le prêt est plus élevé que ce qu'on pensait. Avec le bébé qui arrive et les frais, on ne s'en sort pas. Pourrais-tu nous aider juste les premiers mois? Juste le temps que Chantal reprenne le travail après l'accouchement. » Je travaillais comme comptable indépendante. Je gagnais bien ma vie, je ne roulais pas sur l'or, mais je ne manquais de rien. Et c'était mes enfants, mon sang, mon avenir. J'ai accepté de verser 1 000 € par mois pour le prêt. Juste les premiers mois, ai-je répété. Antoine a hoché la tête. Juste les premiers mois, maman. Les premiers mois sont devenus des années. 5 ans à payer le prêt d'une maison où je ne vivais pas, où l'on m'invitait à peine, où il y avait toujours une excuse pour que ma visite soit reportée. C'est que le petit est malade. C'est qu'on a des plans. C'est que Chantal a besoin de se reposer. Mais quand ils avaient besoin d'argent, j'étais là. Toujours disponible, toujours prête, toujours la sauveuse. Et puis, il y avait Sophie, ma fille cadette, mariée à Julien. Eux aussi avaient besoin d'aide. La cuisine était vétuste, 2 800 € pour la refaire. Julien voulait suivre une formation en informatique. 450 €. Les enfants avaient besoin de cours d'anglais. 90 € par mois. « Maman, toi qui peux, » disait Sophie. « On te le rendra quand la situation ira mieux. » La situation ne s'améliorait jamais. Les demandes ne finissaient jamais.
Et je ne disais jamais non. Jusqu'au jour où je me suis vue dans le miroir. 72 ans, fatiguée, avec des rides que je n'avais pas 5 ans plus tôt, avec un corps qui me faisait mal à force de travailler pour soutenir des vies qui n'étaient pas la mienne. Et je me suis demandé, quand est-ce que quelqu'un m'a demandé comment j'allais, moi? Quand ai-je reçu un câlin qui ne soit pas suivi d'une demande? Quand ai-je cessé d'être Martine pour devenir seulement maman distributeur? J'ai décidé de leur parler. C'était en février. Il faisait chaud. Nous étions chez moi. Antoine, Chantal, Sophie, Julien et les petits-enfants. Un dîner de famille. J'avais tout cuisiné, comme toujours. Pâtes, salade, dessert. J'ai servi le vin. J'ai attendu le bon moment. Mes enfants, ai-je dit d'une voix douce, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Tous m'ont regardé. Antoine avec un sourcil levé. Chantal avec la fourchette à mi-chemin. Je pense qu'il est temps pour vous de commencer à être plus indépendants financièrement. Vous avez tous les deux de bons emplois. Vous êtes stables depuis des années. Il est peut-être temps pour moi de prendre un peu de recul. Le silence fut brutal, comme si j'avais avoué un crime. Antoine a posé son verre sur la table avec un coup sec. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» Son ton était froid, accusateur. « Ça veut dire que j'ai besoin de penser à mon avenir aussi. » Ai-je répondu. « J'ai 72 ans. Je ne vais pas travailler éternellement. Et vous n'êtes plus des enfants. Vous pouvez vous débrouiller seul. » Chantal laissa échapper un rire bref, amer. « Donc, maintenant, tu en as assez de nous aider, après tout ce qu'on a fait pour toi ?» Je suis restée glacée. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi? Quand? Où? Sophie est intervenue. « Maman, tu ne peux pas nous lâcher comme ça, d'un coup. On a des frais, des obligations. On compte sur toi. » Compter sur moi. Cette phrase, comme si j'étais un service, une application, une ressource renouvelable. Je n'ai pas dit que je vous lâchais d'un coup, ai-je expliqué. Je dis juste qu'on doit faire un plan pour que vous soyez autonome. Julien a secoué la tête. C'est très égoïste de ta part, Martine. Égoïste. Ce mot est tombé comme une pierre dans mon estomac. 15 ans à tout donner, tout sacrifier. Et maintenant j'étais égoïste parce que je voulais respirer. Antoine s'est levé de table. Je crois que tu changes, maman. Tu n'es plus la même. Chantal a acquiescé. C'est vrai. Tu deviens amère, négative. Ce n'est pas sain. Le dîner s'est terminé sous tension. Ils sont partis tôt, sans aider à débarrasser, sans vraiment dire au revoir. Je suis restée seule, entourée d'assiettes sales et d'un silence qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné et retourné dans mon lit, me demandant si j'avais mal fait, si j'étais vraiment en train de devenir égoïste, s'il était de mon devoir de continuer à donner jusqu'à ce que je sois vide. Les jours suivants furent étranges. Antoine ne répondait pas à mes appels. Sophie répondait par des messages courts, froids. « Je suis occupée, maman. On se parle plus tard. » Comme si j'étais une nuisance. Comme si demander un peu de considération avait fait de moi l'ennemi. J'ai tenté de m'expliquer. J'ai envoyé de longs messages. J'ai appelé. J'ai insisté. Rien n'y faisait. La glace entre nous s'épaississait chaque jour. Et j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec mes enfants. La peur. La peur de les perdre. La peur de me retrouver seule. La peur que mon honnêteté ait brisé quelque chose d'irréparable. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Chantal. « Maman Martine, il faut qu'on parle. » Sa voix était sérieuse, formelle, comme si elle était en réunion de travail. « Bien sûr, dis-moi. » Ai-je répondu, le cœur battant. Peut-être avait-il réfléchi, peut-être comprenait-il mon point de vue. Antoine et moi avons discuté. Nous pensons que tu as été très négative dernièrement. Tes commentaires sur l'argent nous ont mis mal à l'aise, comme si tout ce que tu avais fait pour nous était un fardeau. J'ai serré le téléphone. « Chantal, je n'ai jamais dit ça. J'ai juste demandé qu'on pense à l'avenir. » Elle a soupiré. Ce soupir condescendant qu'utilisent les gens quand ils croient avoir raison. « Le problème, c'est ton énergie, maman Martine.
Les enfants le sentent. Nous le sentons. Nous ne voulons pas de cette négativité près de notre famille. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Négativité, énergie toxique. Ces mots modernes que les gens utilisent pour étiqueter ceux qui ne leur conviennent pas. Moi qui avais donné 15 ans de ma vie. Moi qui avais sacrifié mes économies, mes rêves, ma tranquillité. J'étais maintenant la toxique, la négative, celle qui était de trop. 2 jours plus tard, ce fut pire. Sophie m'a invitée à prendre un café. J'ai cru que c'était un signe de paix. Je suis arrivée au café pleine d'espoir. Elle était déjà assise, le téléphone à la main. Elle n'a même pas levé les yeux quand je me suis assise. « Bonjour, ma chérie », ai-je dit. Elle a hoché la tête. « Maman, ça va être rapide parce que j'ai une réunion. » Nous avons commandé des cafés. Elle était toujours sur son téléphone, en train d'écrire, m'ignorant. « Sophie, tout va bien ?» Finalement, elle m'a regardée. « Maman, Antoine m'a raconté ce que tu as dit, et honnêtement, je trouve ça incroyable après tout ce qu'on a fait pour toi. » Encore cette phrase. « Qu'avez-vous fait pour moi ?» ai-je demandé. J'avais besoin de le savoir. J'avais besoin de comprendre quelle partie de l'équation je ratais. Sophie a froncé les sourcils. « Maman, on te tient compagnie, on te rend visite, on t'inclut dans nos vies. Ça ne te semble pas suffisant ? Compagnie, visite, inclusion. Comme si c'était nier des faveurs. Comme si me permettre d'être dans leur vie était un cadeau que je devais remercier à genoux. Ma chérie, je n'ai pas demandé à être une charge. J'ai juste demandé que vous soyez un peu plus indépendant. » Elle a secoué la tête. « Il ne s'agit pas d'indépendance, maman. Il s'agit du fait que tu changes. Tu deviens difficile, égoïste. Et franchement, je ne sais pas si on veut de cette version de toi dans nos vies. » Je me suis levée de table. Je n'ai pas bu mon café. Je n'ai rien dit de plus. Je suis sortie de l'établissement avec la dignité qu'il me restait. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je me suis assise. J'ai fermé la portière. Et là, seule, j'ai pleuré, comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. J'ai pleuré pour les années perdues, pour l'argent qui ne reviendrait jamais, pour l'amour que j'ai donné sans mesure et qu'on me facturait maintenant comme une dette. J'ai pleuré parce que j'avais enfin compris quelque chose. Pour eux, je n'avais jamais été maman. J'avais été une ressource, une solution, un compte en banque avec des sentiments. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à fixer le plafond, à penser, à calculer, à me souvenir de chaque virement, de chaque sacrifice, de chaque fois que j'avais dit oui quand je voulais dire non. Et quelque chose en moi s'est durci, comme du métal qui refroidit, comme du ciment qui sèche. Je ne ressentais plus de tristesse, je ressentais de la clarté. Une clarté froide et parfaite qui me montrait la vérité sans filtre. Il m'avait utilisée pendant 15 ans, et maintenant que j'osais poser une limite, je devenais le problème. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allée sur le site de ma banque. J'ai regardé les virements automatiques. 1 000 € mensuels sur le compte d'Antoine pour le prêt. 4 000 € mensuels divisés entre mes 2 enfants pour les urgences, les paiements de formation, les services, les extras. Tout était là, tout documenté, tout parfaitement traçable. J'ai sorti un carnet, j'ai commencé à additionner. Les chiffres grimpaient, grimpaient, grimpaient. En 15 ans, j'avais transféré plus de 220 000 €. 220 000 € de mon travail, de mes efforts, de mon avenir. Je me suis adossée à ma chaise, j'ai respiré profondément et j'ai pris une décision. S'ils voulaient de l'espace, ils en auraient. Mais l'espace allait être réel, complet. Sans mon argent, sans mon aide, sans ma présence de distributeur automatique. Ils allaient avoir tout l'espace du monde et moi, j'allais récupérer ma vie. Le lendemain, j'ai appelé ma banque. « Bonjour, je dois annuler des virements automatiques. » L'opératrice a été aimable, efficace. En 10 minutes, tous les virements étaient de stoppés. Ensuite, j'ai appelé la banque où Antoine avait son prêt. J'étais co-emprunteur, garante. Mon nom était sur ses papiers.
Je souhaite me retirer comme garante de ce crédit. On m'a expliqué le processus. Ce n'était pas immédiat, mais c'était possible. J'ai lancé les démarches, signé les documents, envoyé les courriels. Après, j'ai vérifié les cartes de crédit. Des années auparavant, j'avais donné à Antoine et Sophie des cartes supplémentaires, liées à mon compte, pour les urgences. J'avais dit « pour qu'il ne vous manque rien ». Ces cartes étaient utilisées chaque mois. Restaurant, vêtements, essence. Des choses qui n'étaient absolument pas des urgences. J'ai rappelé la banque. Je veux annuler les cartes supplémentaires de mon compte. L'opératrice a tapoté sur son clavier. Les deux, ai-je confirmé. Clic, clic, annulé. Finalement, le compte joint. J'avais un compte d'épargne joint avec Antoine que nous avions ouvert quand il avait acheté la maison. Au cas où tu aurais besoin d'un accès rapide à des fonds, maman, m'avait-il dit. Mais la réalité, c'est que lui avait accès à mon argent, toujours, sans demander la permission. J'ai clôturé ce compte. J'ai tout transféré sur un nouveau compte, uniquement à mon nom, sous mon seul contrôle. J'ai fait tout cela en silence, sans prévenir, sans drame, avec la même froideur avec laquelle il m'avait mise à l'écart. S'ils voulaient par me traiter comme un service, ils allaient apprendre que les services peuvent être annulés. Et ce jour-là, j'ai annulé mon abonnement à l'exploitation. 3 jours se sont écoulés. Calme, silencieux. Je me sentais étrange, légère, comme si j'avais enlevé un manteau lourd que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de marcher sans. J'ai pris mon café le matin sans me presser. J'ai lu un livre que j'avais mis de côté depuis 2 ans. J'ai marché dans le parc, seule, en paix, sans attendre d'appel désespéré, sans être sur le qui-vive pour la prochaine urgence inventée. Et puis le message est arrivé. Le message qui allait tout changer. Antoine a créé un nouveau groupe, une conversation familiale. Mais je n'y étais pas. Je l'ai su parce que Sophie, sans le vouloir, m'a transféré une capture d'écran. Le message disait « On pense qu'il vaut mieux que maman prenne ses distances pour l'instant. On a besoin d'espace en tant que famille pour guérir. » Et en dessous, l'émoji vert brillant, le pouce levé de Chantal, approuvant mon expulsion, célébrant mon absence. Je suis restée à fixer cette capture d'écran pendant des minutes qui ont semblé des heures. Les lettres ne changeaient pas. Le pouce était toujours là, vert, approbateur, festif, comme si mon exclusion était une réussite familiale, comme si se débarrasser de moi était un motif de joie. J'ai relu le message encore et encore, cherchant quelque chose, un doute, une fissure, un signe que quelqu'un avait dit non, que quelqu'un m'avait défendu. Mais il n'y avait rien, juste un silence complice, juste ce pouce vert qui brillait sur mon écran comme une insulte finale. Sophie m'avait envoyé la capture d'écran par erreur. C'était clair avec le message qui est arrivé 30 secondes plus tard. « Maman, pardon, ce n'était pas pour toi. Oublie ça s'il te plaît. » Oublier. Comme si c'était si simple. Comme si je pouvais effacer de ma mémoire l'image de mes propres enfants me jetant hors de leur vie. Mes doigts ont volé sur le clavier. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste écrit. Compris. Je vais respecter ça et je vais donc me retirer du paiement de l'hypothèque de la maison et des virements de 4 000 € mensuels. Entrée, envoyé, dans le groupe original, celui où j'étais encore incluse. Le silence qui a suivi fut absolu. Je pouvais les imaginer. Antoine, les yeux écarquillés devant son téléphone. Chantal, retenant sa respiration. Sophie, relisant le message, essayant de comprendre si c'était réel. Julien, demandant ce qui se passait, tous sous le choc, parce qu'aucun d'eux n'avait pensé que j'en aurais le courage. Aucun n'avait cru que la douce maman Martine pourrait mordre en retour. Mais je venais de le faire, et la morsure était profonde. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai posé sur la table, face contre la nappe. Je ne voulais pas voir les réponses. Pas tout de suite. J'avais besoin de ce moment, de ce silence, de ce calme, avant la tempête que je savais imminente. Je me suis servi un verre de vin, chose que je faisais rarement. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre.
le même où mon mari s'asseyait pour lire le journal chaque dimanche. Et pour la première fois, en 15 ans, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la liberté. Lourde, douloureuse, mais réelle. Le verre tremblait dans ma main. Pas de peur. C'était de l'adrénaline. C'était du pouvoir. C'était la sensation d'avoir récupéré quelque chose que je croyais perdu à jamais. Ma voix. Pendant tant d'années, j'avais parlé en chuchotant, m'excusant d'exister, d'avoir des besoins, de vouloir quelque chose pour moi. Et là, j'avais hurlé en silence, avec 19 mots qui valaient pas plus que 220 000 €. J'avais hurlé « Je compte aussi, j'existe aussi. Et mon existence ne se résume pas à ce que je peux donner. » J'ai regardé le téléphone éteint. Je savais ce qui allait arriver. Je savais qu'à tout moment, les appels commenceraient, les messages, les supplications, les accusations. Mais pour l'instant, dans cet instant parfait, il n'y avait que le silence. Et le silence était à moi. J'ai fini mon vin lentement, savourant chaque gorgée, savourant chaque seconde de cette nouvelle version de moi que je commençais à peine à connaître. 2 heures plus tard, j'ai rallumé le téléphone. Ce fut comme ouvrir une vanne. 23 appels manqués, 42 messages, des audios, des textes longs, des émojis désespérés. Tous d'Antoine, de Chantal, de Sophie, de Julien. Même un de Nathalie, la sœur de Chantal, qui ne m'avait jamais écrit de sa vie. Tous voulant s'expliquer, tous voulant arranger les choses, tous paniquant parce que le robinet d'argent s'était fermé. J'ai commencé à lire. Antoine d'abord. « Maman, il faut qu'on parle. C'est un malentendu. S'il te plaît, appelle-moi. » Puis Chantal. « Maman Martine, tu ne peux pas faire ça. On a des obligations. Tu ne peux pas nous laisser comme ça, du jour au lendemain. » Sophie. « Maman, s'il te plaît, comprends que ce message était une erreur. Ce n'était pas pour que tu le vois ça comme ça. » Julien. « Martine, c'est très impulsif. Tu dois mieux y réfléchir. Chaque message était un clou. Chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Ils n'étaient là pas inquiets pour moi. Ils étaient inquiets pour leur flux de trésorerie. Aucun n'a dit « Je suis désolé ». Aucun n'a demandé comment je me sentais. Aucun n'a reconnu la douleur qu'il m'avait causée. Seulement la panique, seulement la peur, seulement le désespoir de celui qui voit son confort s'effondrer. Et quelque chose en moi, quelque chose qui gardait encore un espoir, s'est éteint définitivement. Comme une bougie qui se consume, comme une lumière qui vacille et meurt. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai répondu un seul message au groupe familial original. Ce n'est pas impulsif, c'est une décision réfléchie. Vous avez demandé de l'espace, je vous en donne. Mais l'espace réel inclut l'indépendance financière. Je vous souhaite le meilleur. Point final. Sans émoji, sans point d'exclamation, sans drame. Juste des faits. Froid, clair, non négociable. Le téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Antoine. J'ai rejeté l'appel. Il a résonné. Chantal. J'ai rejeté. Sophie. J'ai rejeté. Julien. J'ai rejeté. Chaque appel rejeté était un acte d'amour-propre. Chaque silence que je choisissais était un cri de dignité. Je n'allais pas donner d'explication. Je n'allais pas me justifier. Je n'allais pas supplier pour avoir une place dans leur vie. S'ils me voulaient dehors, je serais dehors. Mais selon mes propres termes. Cette nuit-là, je me suis couchée tôt. Je m'attendais à ne pas pouvoir dormir. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, des remords. Mais rien de tout ça n'est venu. Juste une fatigue profonde. Le genre de fatigue qui vient après avoir porté quelque chose de lourd pendant trop longtemps et l'avoir enfin lâché. Je me suis endormie profondément, sans somnifère, sans tourner dans mon lit. Pour la première fois depuis des années. J'ai dormi en paix. Je me suis réveillée avec le soleil entrant par la fenêtre. Il était 8 heures du matin. J'avais dormi 10 heures d'affilée. Chose que je n'avais pas faite depuis avant la naissance d'Antoine. Je me suis étirée dans mon lit. Mon corps me faisait moins mal. Mon esprit était clair, brillant. J'ai pris le téléphone.
57 nouveaux messages, 13 appels de plus. Même un audio de 20 minutes d'Antoine. Je n'ai rien ouvert. Je suis juste allée à la cuisine. J'ai préparé du café, des tartines beurrées. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai déjeuné. Seule, tranquille, complète. Le téléphone a continué de sonner toute la journée. Mais j'avais découvert quelque chose de merveilleux. Le bouton silencieux. Chaque fois qu'il vibrait, je continuais ma vie. J'ai arrosé les plantes. J'ai nettoyé la maison. J'ai rangé mon placard. J'ai trouvé des vêtements que je ne portais plus depuis des années parce que j'étais toujours trop fatiguée, trop inquiète, trop occupée à résoudre les crises des autres. J'ai essayé une robe corail que j'avais achetée il y a 3 ans et jamais étrenée. Elle m'allait parfaitement. Je me suis regardée dans le miroir et pour la première fois depuis longtemps, j'ai aimé ce que je voyais. Le 3e jour, le téléphone a cessé de sonner autant. Les messages se sont espacés. Mais ils ont changé de ton. Ce n'était plus la panique. C'était maintenant la manipulation. Antoine a écrit « Maman, les enfants demandent après toi. Ils disent que c'est parce que leur grand-mère ne les aime plus. » Sophie a envoyé « Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça juste maintenant, alors que Julien traverse un moment difficile au travail. » Chantal a envoyé une photo de mes petits-enfants avec un texte. Ils ne comprennent pas pourquoi leur grand-mère les a abandonnés. Chaque message était un hameçon. Chaque mot était calculé pour me faire sentir coupable, pour me faire revenir, pour me faire rouvrir le portefeuille. Mais quelque chose avait changé en moi. Je pouvais voir les ficelles, les fils invisibles qu'ils savaient toujours, utilisés pour me manipuler comme une marionnette. Et maintenant que je les voyais, ils ne fonctionnaient plus. J'ai lu chaque message avec distance, avec froideur, comme s'ils étaient adressés à quelqu'un d'autre. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Ces messages cherchaient l'ancienne Martine, celle qui cédait, celle qui se culpabilisait, celle qui revenait toujours. Mais cette Martine-là était morte, et à sa place, quelqu'un de nouveau était né, quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui avait enfin appris que l'amour ne se mesure pas en euros transférés. Le 4e jour, l'appel que je savais devoir venir est arrivé. Ce n'était ni Antoine, ni Sophie. C'était Hélène, ma sœur aînée, la seule famille de ma génération qu'il me restait. J'ai répondu, parce qu'avec elle, ça avait toujours été différent. « Martine, que se passe-t-il » a-t-elle demandé d'une voix douce, sans jugement. Juste une curiosité sincère. Je lui ai tout raconté. Depuis le début. Chaque virement, chaque sacrifice, chaque humiliation. Le message dans le groupe, le pouce vert, ma réponse, ma décision. Elle a écouté en silence. Quand j'ai terminé, il y a eu une longue pause. « Tu sais ce que j'en pense ?» a-t-elle finalement dit. « Que tu as mis 15 ans à faire ce qu'il fallait. » Ces mots m'ont frappée avec une force inattendue, parce qu'elle avait raison. 15 ans à être un distributeur automatique émotionnel. 15 ans à croire que donner jusqu'à être vide, c'était de l'amour. 15 ans à confondre sacrifice et valeur. « Martine, écoute-moi bien, » a continué Hélène. « Ce que tu as fait, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Et s'ils ne peuvent pas le voir, c'est parce qu'ils ne t'ont jamais vu, toi. Ils ont seulement vu ce que tu pouvais leur donner. » Nous avons raccroché une demi-heure plus tard. Je pleurais, mais pas de tristesse. C'était du soulagement. C'était de la validation. C'était la confirmation que je n'étais pas folle, que je n'étais pas le monstre qu'il voulait se dépeindre. Cette nuit-là, je me suis assise avec tous mes relevés de compte des 15 dernières années. Je les avais tous gardés. Chaque virement, chaque paiement, chaque justificatif. Je les ai imprimés. Je les ai organisés par année, par enfant, par concept. Quand j'ai terminé, j'avais une pile de papier de 25 mètres de haut. 25 mètres de preuves, de sacrifices, d'amour mal récompensé. Je les ai regardés et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la fierté, ni de la honte. C'était de la clarté. La clarté de voir ta vie résumée en chiffres, de comprendre exactement combien tu valais pour les autres en termes monétaires. J'ai pris un nouveau dossier,
de couleur grise. J'y ai mis tous les documents. Je les ai organisés avec des intercalaires. Antoine, Sophie, frais partagés, extra, tout parfaitement documenté. Comme si je préparais un dossier juridique. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Pas pour un juge, pour moi-même. Pour avoir des preuves tangibles que je n'exagérais pas, que ce n'était pas mon imagination, que j'avais vraiment tout donné et qu'ils avaient vraiment tout pris, sans y penser à deux fois. Le 5e jour, Antoine s'est présenté à ma porte, sans prévenir. Il a sonné avec insistance. 3 fois. 4. 5. J'ai regardé par la fenêtre. Il était seul, sans Chantal, sans les enfants. Juste lui, les mains dans les poches, et cette expression que je connaissais si bien. La même qu'il avait enfant quand il cassait quelque chose et essayait de le réparer, avant que je ne m'en rende compte. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes regardés. Le silence entre nous pesait des tonnes. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-il dit. Sa voix semblait fatiguée, vaincue. « Entre », ai-je répondu. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Je ne lui ai pas offert de café. Je l'ai juste laissé passer. Nous nous sommes assis dans le salon. Lui dans le canapé, moi sur la chaise en face de lui. Comme 2 étrangers en négociation. Comme 2 personnes qui avaient été tout l'un pour l'autre et qui peinaient désormais à se reconnaître. « Maman, ça a dérapé », a-t-il commencé. « On n'avait pas l'intention de te blesser. Ce message, c'était une erreur. Chantal était énervée. J'étais frustrée. Mais ce n'était pas sérieux. Je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux qui furent la première chose que j'ai vue à sa naissance, qui m'ont regardé avec adoration quand il était enfant, qui ont cessé de me voir à un moment que je ne saurais situer. « Ce n'était pas sérieux », ai-je répété. « Antoine, vous m'avez sorti d'un groupe familial. Vous m'avez dit de m'éloigner et ta femme a célébré ça avec un emoji. Quelle partie de tout ça n'était pas sérieuse ?» Il a bougé, mal à l'aise. « C'est toi qui as tout commencé avec cette histoire de ne plus nous aider. Tu nous as fait sentir comme si on était un fardeau pour toi. Voilà l'inversion parfaite, la victime transformée en bourreau. Antoine, ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas. En 15 ans, je vous ai donné plus de 220 000 €. J'ai payé ton prêt pendant 5 ans. Je vous ai transféré 4 000 € par mois. J'ai couvert des urgences qui n'en étaient qu'à pas. Et quand j'ai demandé un peu d'indépendance de votre part, je suis devenue la méchante. Tu ne vois pas quelque chose qui cloche là-dedans ? » Il a secoué la tête. « Ce n'est pas seulement l'argent, maman. C'est que tu as changé. Tu es devenue différente. Plus froide, plus distante. » J'ai ri. Un rire court et amer qui est sorti sans permission. Je suis devenue différente parce que j'en ai eu marre, mon fils. J'en ai eu marre de donner, et donner, et donner, sans recevoir, ne serait-ce qu'un merci sincère. J'en ai eu marre d'être vue comme une solution au lieu d'une personne. J'en ai eu marre d'exister seulement pour servir. Antoine s'est penché en avant, les mains jointes. « Maman, je comprends que tu sois en colère, mais tu ne peux pas simplement nous couper les vivres comme ça. On a des obligations. Le prêt, les frais des enfants. Les choses ne fonctionnent pas sans ton aide. » Et voilà. La vérité nue, brutale, honnête. Il n'était pas là parce que je lui manquais. Il n'était pas là parce que ma douleur lui importait. Il était là parce que son monde financier s'écroulait. Parce que sans moi, les comptes n'étaient pas bons. Parce qu'il avait besoin de moi. Mais pas comme mère, comme banque. « Antoine, ai-je dit en me levant, vous êtes des adultes, avec des emplois, des revenus. Si vous ne pouvez pas payer votre prêt sans moi, alors vous avez acheté une maison que vous ne pouviez pas vous permettre. Et ça, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. » Il s'est levé aussi, le visage rouge. « Sérieusement ? Tu vas faire ça ? Tu vas nous laisser comme ça ? Tes propres enfants ? Tes petits-enfants ?» J'ai marché vers la porte. Je l'ai ouverte. « Je ne vous laisse pas, Antoine. Je vous libère. Et je me libère aussi. Vous allez apprendre à vous débrouiller seul, et moi. Je vais apprendre à vivre,
sans porter le monde des autres sur mes épaules. Il m'a regardée avec incrédulité, comme s'il ne pouvait pas croire que sa mère, sa douce et soumise mère, était en train de lui dire « Non, ça ne va pas se passer comme ça », a-t-il dit en sortant. « Chantal est furieuse. Sophie aussi. On va devoir en parler en famille. » J'ai fermé la porte derrière lui. J'ai appuyé mon dos contre le bois. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. Mais je l'avais fait. J'avais dit non à mon fils. Et j'avais survécu. Le plafond n'est pas tombé. Le monde ne s'est pas arrêté. Il a juste changé. Et ce changement, bien qu'effrayant, me semblait juste. C'était comme respirer après être resté trop longtemps sous l'eau. Ce soir-là, Sophie est venue aussi. Plus tard, vers 21h. Elle a frappé doucement, presque timidement. J'aurais espéré quelque chose de différent. Espéré que peut-être elle, ma fille cadette, comprendrait. Mais ses premiers mots ont été clairs. « Maman, Antoine m'a raconté ce qui s'est passé. C'est de la folie. Tu ne peux pas nous faire ça. » Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assises dans la cuisine. Je lui ai préparé une tisane. Elle n'y a pas touché, jouant juste avec la tasse entre ses mains. « Maman, je sais que tu es en colère, mais pense aux enfants, à ce que ça signifie pour eux. » Les enfants, toujours les enfants, le bouclier parfait, la carte qui ne manque jamais. « Sophie, ai-je dit, j'aime mes petits-enfants. Mais vous êtes leurs parents. C'est vous qui êtes responsables de subvenir à leurs besoins, pas moi. J'ai élevé mes enfants, j'ai fait ma part, et je l'ai bien faite. Maintenant, c'est à votre tour. » Elle m'a regardée avec des yeux brillants. « Et nous, alors? On ne compte pas? 15 ans de relation, ça ne signifie rien ?» Je me suis penchée sur la table. « Sophie, dis-moi quelque chose. Quand est-ce que tu m'as appelée pour la dernière fois, juste pour me demander comment j'allais? Pas pour demander de l'argent, pas pour que je garde les enfants, juste pour parler. » Quand le silence fut sa réponse, elle a baissé le regard, a dégluti. « Maman, ce n'est pas juste. Tu sais qu'on est occupé, que la vie est compliquée. » Je me suis levée. « Exactement, ma chérie. La vie est compliquée pour tout le monde, y compris pour moi. Mais personne n'a jamais demandé si moi aussi j'étais occupée, si moi aussi j'étais fatiguée, si moi aussi j'avais besoin d'aide. Vous avez juste supposé que maman serait toujours là, le portefeuille ouvert, les bras ouverts, quoi qu'il arrive. » Sophie s'est levée aussi. « C'est cruel, maman, vraiment cruel. » J'ai regardé ma fille, mon bébé, celle qui me serrait dans ses bras chaque soir avant de dormir, celle qui me disait que j'étais son héroïne. Et maintenant, elle me traitait de cruelle, parce que je refusais de continuer à être utilisée. « Tu sais ce qui est cruel, Sophie ?» ai-je dit, la voix tremblante. « Cruel, c'est de réaliser que tes enfants ne te cherchent que quand ils ont besoin de quelque chose. Cruel, c'est de voir un pouce vert célébrer ton exclusion. Cruel, c'est de travailler jusqu'à 72 ans pour soutenir des vies qui ne sont pas la tienne, pendant que la tienne se consume. Ça, c'est cruel. » Elle a attrapé son sac. « Je ne vais pas continuer à écouter ça. Quand tu seras calmée, on parlera. » Elle est sortie en claquant la porte. Et je suis restée là, debout dans ma cuisine, entourée d'un silence qui ne me faisait plus peur. Les jours suivants furent un étrange mélange de paix et de tempête. Paix, parce que j'avais enfin posé des limites. Tempête, parce que les conséquences arrivaient par vagues. Chantal m'a envoyé un long message rempli d'accusations. Elle disait que je détruisais sa famille, que les enfants pleuraient après moi, qu'Antoine ne dormait plus à force de penser à comment ils allaient là payer les factures, que tout cela était de ma faute, parce que j'étais devenue égoïste sur mes vieux jours. J'ai lu chaque mot sans m'énerver. C'était comme lire le scénario d'une pièce que je connaissais déjà. Les mêmes manipulations, les mêmes tentatives de me faire sentir coupable. Mais ça ne marchait plus. Julien a aussi écrit, plus direct que les autres. « Martine, c'est une erreur. Les familles se soutiennent, toujours. Je ne comprends pas comment tu peux tourner le dos à tes enfants comme ça. Ma mère ne nous ferait jamais ça. » Sa mère.
celle qui ne les avait jamais aidés avec quoi que ce soit, celle qui vivait sa vie sans porter les responsabilités d'enfant adulte. J'ai répondu pour la première fois depuis des jours. Julien, ta mère a raison. Les enfants adultes doivent se débrouiller seuls. Il est peut-être temps que toi et Sophie l'appreniez. Il n'a pas répondu, mais il m'a bloqué. Et honnêtement, ce fut un soulagement. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Marcel, mon voisin depuis 20 ans. Un homme veuf, comme moi. Toujours aimable, toujours respectueux. « Martine, a-t-il dit, pardonnez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai remarqué que vous étiez seule ces derniers temps. Tout va bien ?» Son appel m'a surprise. Cela faisait des années qu'on se saluait juste de loin. « C'est une longue histoire, Marcel. » ai-je répondu. « J'ai le temps, a-t-il dit. Et quelque chose dans sa voix m'a mise en confiance. Je lui ai raconté. Pas tout, mais suffisamment. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a soupiré. « Martine, vous avez fait ce qu'il fallait. Et je vous le dis parce que j'ai commis l'erreur inverse. J'ai laissé mon fils me vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il est mort il y a 3 ans, et il m'a laissé des dettes et des remords. Ne faites pas mon erreur. Ces mots sont restés avec moi. Dettes et remords. Les 2 choses que j'étais en train d'éviter. Marcel m'a invité à prendre un café. J'ai accepté. Nous nous sommes vus dans une petite brasserie près du parc. Nous avons parlé pendant 2 heures. De la vie, des enfants, de comment l'amour nous aveugle parfois jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il m'a raconté que lui aussi avait tout donné, qu'on l'avait aussi utilisé, qu'il avait aussi appris sur le tard que donner sans limite, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. « Et vous ne regrettez pas ?» ai-je demandé. « De poser des limites ? » « Non, » a-t-il répondu. « Je regrette de ne pas les avoir posées plus tôt. » Je suis sortie de ce café en me sentant moins seule, moins folle, moins monstrueuse. Parce que Marcel m'avait vue, pas comme un distributeur, pas comme une ressource, mais comme une personne qui avait pris une décision difficile et nécessaire. Nous avons marché ensemble jusqu'à chez moi. Il m'a dit au revoir avec une accolade, la première accolade sincère que je recevais depuis des mois. Une accolade qui ne demandait rien, qui ne faisait que donner. Et j'ai réalisé quelque chose. J'avais été si occupée à donner que j'avais oublié ce que ça faisait de recevoir. 2 semaines après ma décision, la réunion de famille a eu lieu. Antoine l'a organisée. Il m'a envoyé un message formel, presque comme une citation à comparaître. « Maman, il faut qu'on parle tous ensemble. Samedi à 16h chez toi. C'est important. » Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste répondu. « D'accord. » J'ai passé les jours précédents à me préparer. Pas émotionnellement. Ça, c'était déjà réglé. Je me suis préparée avec des preuves. J'ai sorti le dossier gris. J'ai vérifié chaque document, chaque justificatif, chaque virement. S'il voulait une réunion de famille, il l'aurait. Mais selon mes termes. Le samedi est arrivé. À 16h pile, on a sonné. J'ai ouvert. Ils étaient tous là. Antoine et Chantal, Sophie et Julien, et même Nathalie, la sœur de Chantal, qui n'était jamais venue chez moi. Une audience complète. Ils sont entrés en silence. Ils se sont assis dans le salon. Tous me regardaient comme si j'étais l'accusé, et eux, le jury. Antoine a parlé le premier. « Maman, cette situation est devenue intenable. Chantal et moi avons parlé avec Sophie et Julien, et nous pensons que tu dois comprendre le mal que tu es en train de causer. » Le mal. Ce mot. Comme si j'étais la destructrice. Comme si 15 ans de sacrifice ne comptaient pas. « Continue, » ai-je dit. Ma voix calme, mes mains sur mes genoux, sans trembler, sans peur. Chantal a pris la parole. « Martine, on comprend que tu sois en colère. Mais une famille ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas simplement tout couper parce que tu as passé une mauvaise journée. Les enfants demandent après toi. Ils veulent leur grand-mère. Mais tu leur tournes le dos. Les enfants, encore. Le bouclier parfait. « Je peux parler maintenant ?» ai-je demandé. Tous ont hoché la tête, comme s'ils me donnèrent la permission dans ma propre maison.
Je me suis levée. Je suis allée dans ma chambre. J'ai pris le dossier gris. Je suis revenue chanter au salon. Je l'ai posé sur la table basse avec un coup doux mais ferme. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Sophie. « C'est ça », ai-je répondu en ouvrant le dossier. « Ceci, c'est chaque virement que j'ai fait, en 15 ans. Chaque paiement, chaque aide, chaque urgence. Tout est documenté, tout est justifié, tout est ici. » J'ai sorti les papiers. Je les ai étalés en ordre sur la table, comme des cartes de poker, comme des preuves dans un procès. « Antoine !» ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. « Voici le justificatif des 50 000 € que je t'ai donné pour l'apport de ta maison. Voici les paiements mensuels de 1 000 € pendant 5 ans, 60 000 €. Voici les virements mensuels de 2 000 €, 144 000 € en 6 ans. » J'ai pris d'autres papiers. « Sophie, voici le paiement de la rénovation de ta cuisine. 2 800 €. La formation de Julien. 450 €. Les cours d'anglais des enfants. 5 400 € accumulés. » J'ai continué à sortir des papiers. Chacun était un coup de poignard de vérité. Frais extra, anniversaire, Noël, urgence médicale qui n'était même pas si urgente. 7 000 € de plus. Je les ai regardés tous, un par un. Au total, en 15 ans, je vous ai donné 220 000 €. Et ça, c'est sans compter les repas que j'ai payés, les cadeaux, les fois où j'ai gardé les enfants gratuitement pendant que vous partiez en vacances, les heures de ma vie que j'ai données sans rien attendre en retour. Le silence était dense, lourd. Personne ne me regardait dans les yeux. Ils regardèrent juste les papiers, la preuve de leur dépendance. Et quand j'ai demandé un peu d'indépendance de votre part, ai-je continué, vous m'avez traité d'égoïste, de négative, de toxique. Vous m'avez sorti d'un groupe familial et m'avez demandé de m'éloigner. J'ai fermé le dossier. Eh bien, me voilà. Je m'éloigne, comme vous l'avez demandé. Mais avec mon argent. Parce qu'il s'avère que l'espace que vous vouliez incluait mon absence, mais n'incluait pas l'absence de mon portefeuille. Et ça, c'est terminé. Antoine a essayé de parler. « Maman, nous n'avons jamais... » Je l'ai interrompu, chose que je n'avais jamais faite. « Si, Antoine, si, vous l'avez fait. Et maintenant, vous allez apprendre à vivre sans m'utiliser. » Chantal s'est levée, son visage rouge, ses yeux pleins de larmes qui ne m'ont pas émue. « C'est ridicule. Tu es notre mère. Tu es censée nous aider. C'est à ça que servent les mères. » J'ai ri. Un rire réel, libérateur. « Non, Chantal. Les mères sont là pour élever leurs enfants, pour leur apprendre, pour les aimer, pas pour les entretenir toute leur vie. Ça s'appelle du parasitisme. Et je ne serai plus l'hôte. » Sophie pleurait en silence. Julien regardait le sol. Nathalie, la sœur de Chantal, me regardait avec quelque chose qui ressemblait à du respect, comme si elle comprenait enfin. Antoine s'est levé, les poings serrés. Pas de violence, mais d'impuissance. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Comment on va payer le prêt? Les écoles des enfants? Tout? Je l'ai regardé sans ciller. Vous allez faire ce que font des millions de gens dans le monde, Antoine. Vous allez travailler, vous allez ajuster votre budget, vous allez établir des priorités, vous allez vivre selon vos moyens, comme des adultes responsables. Chantal laissa échapper un rire hystérique. Vivre selon nos moyens? Tu sais ce que tout coûte aujourd'hui? Tu ne peux pas simplement t'attendre à ce qu'on survive sans aide. J'ai marché vers elle lentement, avec tout le calme que j'avais accumulé ces dernières semaines. Chantal, vous avez tous les deux des emplois, de bons emplois. Vous gagnez assez pour vivre. Peut-être pas pour la maison que vous avez achetée. Peut-être pas pour les vacances que vous prenez chaque année. Peut-être pas pour manger au restaurant 3 fois par semaine. Mais pour vivre, oui. Le problème n'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas, parce que c'est plus confortable que ce soit moi qui paie. Ses joues brûlaient. Elle a voulu répondre, mais les mots ne sortaient pas. Parce qu'elle savait que j'avais raison. Ils le savaient tous. Sophie a finalement parlé. Sa voix brisée. « Maman, je comprends ton point de vue, vraiment. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on change tout du jour au lendemain.
On a besoin de temps, d'un plan de transition. J'ai secoué la tête. Sophie, j'ai été votre plan de transition pendant 15 ans. De combien de temps de plus avez-vous besoin? Jusqu'à ma mort? Jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien? Non. Le temps est écoulé. La transition commence aujourd'hui. Julien est intervenu. Sa voix dure. C'est de la vengeance. De la pure vengeance. Parce que tu t'es senti offensé par un message. Je me suis tournée vers lui. Julien, ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et si tu ne comprends pas la différence, c'est parce que tu n'as jamais eu à poser de limites dans ta vie. Nathalie, qui était restée silencieuse tout ce temps, a parlé. Martine a raison. Tous l'ont regardé, surpris. Chantal plus que quiconque. Quoi? A demandé ma belle-fille. Tu as raison, Martine, a répété Nathalie. J'ai vu comment ma sœur et Antoine dépendent de toi. Comment chaque mois, il y a une nouvelle urgence. Comment chaque Noël, ils attendent que tu couvres tout. Et je t'ai vue, toi, de plus en plus fatiguée, de plus en plus petite. Ça devait arriver. Et je suis contente que tu l'aies enfin fait. Brenda la miroconfuria. Comment peux-tu dire ça? C'est ta famille. Nathalie a haussé les épaules. C'est précisément pour ça que je le dis. Parce que je vois comment tu te noies dans les dettes. Comment Antoine fait plus d'heures, mais l'argent ne suffit jamais parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Et Martine a été le pansement. Mais les pansements ne durent pas éternellement. Ils lâchent. Et quand ils lâchent, il faut recoudre proprement, pas mettre un autre pansement. Ces mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme, créant des vagues, de l'inconfort, une vérité que personne ne voulait entendre. Eduardo camino hacia la puerta. C'est inutile. On n'est pas venu se faire sermonner. On est venu régler ça. Il s'est tourné vers moi. Maman, je te donne une semaine pour reconsidérer. Une semaine. Après ça, tu devras vivre avec les conséquences d'avoir éloigné ta famille. Il a ouvert la porte. Chantal l'a suivi. Avant de sortir, elle m'a regardée avec mépris. Les enfants vont grandir sans grand-mère. J'espère que ton orgueil en vaut la peine. Et ils sont partis. Paola et Rodrigo se quedaron unos segundos más. Ma fille me regardait avec des yeux suppliants. Maman, s'il te plaît, réfléchis-y. Ça l'iront tant bien. Seule Nathalie est restée. Nous nous sommes regardés en silence. Elle a souri. Triste, mais sincère. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que j'aurais dû dire quelque chose avant, il y a des années, quand j'ai vu comment tout ça commençait. Mais j'ai pensé que ce n'était pas ma place, que c'était votre affaire. Elle s'est approchée et m'a pris la main. Tu as fait ce qu'il fallait, Martine. Et je sais que ça fait mal. Mais c'était nécessaire. Le âpreté la mano. Merci, ai-je murmuré. Parce que ce merci, cette reconnaissance, valait plus que tous les euros que j'avais donnés. Johanna se fut en bien. Et je suis restée seule chez moi, entourée de papiers qui prouvaient mon point de vue et d'un silence qui ne me faisait plus peur. Et Zanoche nous dormit bien. Pas à cause des remords, à cause de l'adrénaline, du soulagement d'avoir tout dit, tout montré, de m'être défendue, finalement. Me levanter à 3 heures du matin, j'ai préparé une tisane. Je me suis assise dans la cuisine et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de libération. J'ai pleuré pour toutes les années où je ne me suis pas défendue, pour toutes les fois où j'ai ravalé mes mots, pour toutes les occasions où j'ai dit oui alors que je voulais hurler non. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Et quand le soleil s'est levé, je me suis sentie plus légère. Los días siguientes fueron silencio absoluto. Personne n'a appelé, personne n'a écrit. C'était comme s'il m'avait effacée. Et curieusement, ça ne m'a pas dérangée. Ça m'a donné de l'espace pour penser, pour planifier, pour imaginer une vie qui ne tournait pas autour de la résolution de crises externes. Empecé a hacer cosa que había pospuesto por año. Je me suis inscrite à un cours de peinture, chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps. Je suis allée chez le médecin pour un bilan complet,
chose que j'évitais parce que j'étais toujours occupée par les problèmes des autres. J'ai appelé des amies que j'avais négligées et j'ai découvert qu'elles étaient toujours là, à m'attendre. Marcel et moi avons commencé à prendre le café régulièrement, 2 fois par semaine. Parfois, nous parlions de choses profondes. D'autres fois, nous rions juste de bêtises. Il m'a parlé de sa femme. Je lui ai parlé de mon mari. Nous avons partagé la douleur du veuvage et l'étrange liberté qui vient après. Ce n'était pas de la romance, c'était de la compagnie. C'était comprendre que la vie ne s'arrête pas quand vos enfants vous abandonnent, qu'il y a d'autres chapitres, d'autres commencements. Une attarde m'y attrape un tabac en mi-clase. J'ai réalisé quelque chose. Je souriais, vraiment, sans forcer, sans feindre. C'était un sourire qui venait de l'intérieur, d'un endroit qui était éteint depuis trop longtemps. J'étais en train de peindre un coucher de soleil, des couleurs orange et violet se mélangeant dans le ciel. Et j'ai réalisé que c'était comme ça que je me sentais. Comme un coucher de soleil. Pas comme une fin, mais comme une transition magnifique entre 2 étapes. L'obscurité viendrait. Mais avant, il y avait cette lumière dorée, cette paix, ce moment. La semana que Eduardo mi había dado pasó. Il n'y a pas eu d'appel, pas de message, juste le silence. Et j'ai compris que ce silence était leur réponse, leur façon de me punir, de me faire sentir coupable. Mais ça ne marchait plus. Le silence qui me terrifie et autrefois m'apportait maintenant la paix. Parce que c'était un silence sans demande, sans urgence inventée, sans requête déguisée en amour. C'était simplement le silence. Hélène est venue me voir. Elle a apporté du vin, du fromage, du pain. Nous nous sommes assises sur mon petit balcon, regardant la ville s'illuminer des lumières du soir. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. « Pensez mi respuesta. » Vraiment réfléchi. « Je me sens libre, » ai-je dit finalement. Pour la première fois en 15 ans, je sens que ma vie m'appartient. Ella assentiu. « Et il te manque » Tomé un sorbo de vino. Ce que je pensais qu'ils étaient me manque. L'idée que je m'en faisais me manque. Mais le poids ne me manque pas. La douleur ne me manque pas. La sensation d'être utilisée ne me manque pas. Hélène a levé son verre. À la liberté, même si elle fait mal. Nous avons trinqué. Et dans ce son cristallin, il y avait quelque chose de définitif, comme une porte qui se ferme, comme un chapitre qui se termine. Hablamos hasta que oscurció. De la vie, des décisions, de comment, parfois, aimer signifie lâcher prise. Elle m'a raconté qu'elle aussi avait dû poser des limites avec ses enfants, qu'on l'avait aussi traité d'égoïste, qu'elle aussi avait douté. Et maintenant, ai-je demandé, maintenant j'ai une vraie relation avec eux, a-t-elle répondu. Basée sur le respect, pas sur la convenance. Ça a pris des années. Mais ça en valait la peine. Sus palabras me dieron esperanza. Peut-être que ce n'était pas la fin. Peut-être que c'était juste le feu qui brûle ce qui était faux, pour que quelque chose de réel puisse grandir. Ou peut-être que c'était la fin. Et c'était bien aussi. Parce que moi, je continuerai d'exister. Je continuerai de vivre. Je continuerai d'être Martine. Pas maman distributeur. Pas maman sauveteuse. Juste Martine. Une femme de 72 ans qui avait enfin appris que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. 3 semanas después de la réunion de famille. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. « Martine » a demandé une voix de femme. Jeune, nerveuse. « Oui. Qui est-ce » Hubo una posa. « C'est Camille. Je suis la fille aînée d'Antoine. Ta petite fille. » Mi corazon se detuvo. Camille avait 16 ans. La dernière fois que je l'avais vue, c'était il y a 2 mois, à son anniversaire, où je lui avais donné une enveloppe avec 450 € qu'elle avait à peine remerciée. « Camille, ça va ?» ai-je demandé. « Oui, mamie. J'avais besoin de te parler sans que mes parents le sachent. » Je me suis assise. Mes jambes tremblaient. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Ella respiró hondo. « Mamie, je sais ce qui s'est passé.
J'ai entendu mes parents parler, enfin, crier, à propos de l'argent, à propos de toi, et j'ai besoin que tu saches quand j'ai quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec eux. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Qu'as-tu entendu exactement? Ai-je demandé. Tout. Que tu as arrêté de leur donner de l'argent. Que papa est désespéré parce qu'il ne peut pas payer le prêt sans ton aide. Que maman dit que tu es une égoïste. Qu'ils pensent à vendre la maison. Et mamie, je crois que tu as raison. No pude hablar. Les larmes sont venues sans permission. Mi nieta, une adolescente de 16 ans, entendit a lo que su propio padre no podían ver. ¿Por qué dices eso? Ai-je réussi à demander. Parce que ça fait des années que je vois comment ils te traitent. Chaque fois que tu viens, ils ne parlent que d'argent, de problèmes, de choses dont ils ont besoin. Nunca te preguntan cómo está. Ils ne te remercient jamais vraiment. Et moi, je m'en rendais compte, mais je ne savais pas quoi faire. Pensais que así eran las familias. Mais maintenant, je comprends que non, que c'est mal. Serré los ojos, écoutant sa voix si mature. Tan clara. Camille, je ne veux pas que tu aies de problème avec tes parents, por esto. Ella se rió. Amarga. Mamie, j'ai déjà des problèmes. Parce que je leur ai dit qu'ils avaient tort. Que tu n'étais pas la méchante. Et maman m'a punie. Elle m'a pris mon téléphone. Je t'appelle depuis le téléphone d'une amie. Mi corazón se rompió un poco más. Ma chérie, tu n'avais pas à faire ça. Si Tenia, a-t-elle répondu avec fermeté. Parce que quelqu'un doit te dire la vérité. Que tu n'es pas folle. Que tu n'es pas méchante. Que ce que tu as fait, c'était courageux. Hablamos durante una hora. Camille m'a raconté des choses que nunca supe. Como Antoine y Chantal peleaban constantemente por dinero. Como siempre esperaban que yo resolviera todo. Como incluso los niños habían aprendido que la abuela era quien pagaba las cosas. Elle m'a raconté que son petit frère de 10 ans avait dit « Si mamie ne nous donne plus d'argent, ¿para qué la queremos?» Et que Nadie lo corrigió. Nadie le explicó que las personas no se quieren por lo que dan, se quieren por lo que son. Esa conversación cambió algo en mí, porque él confirmé que je n'imaginais pas les choses, que la dynamique était réelle, y que incluso un adolescente podía verlo con claridad. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad pensando. Camille m'avait fait un cadeau, le cadeau de la validation, de savoir que je n'étais pas seule dans ma perception, que quelqu'un d'autre voyait la verdad. Et esa verdad, bien que dolorosa, me fortalecía, porque cela signifiait que ma décision n'était pas de la folie, c'était de la raison dans un système enfermo. Esta noche escribí una carta, pas pour l'envoyer, juste pour moi, pour ordonner mes pensées, pour digérer tout ce que je vivais. J'ai écrit sur l'amour, sur les limites, sur cómo a veces la mayor muestra de amor es decir no. La guardé en un sobre sin destinatario, juste comme un testament de ce moment, de esta transformation. Al mes de mi décision, Sophie est apparue, sola, sans Julien, sans les enfants. Tocó el timbre a media mañana. J'étais en train de déjeuner. Abrí la puerta y la vi. Tenía ojeras. Había perdido peso. Se veía cansada. ¿Puedo pasar? A-t-elle demandé d'une petite voix. Assentí. Preparé café. Nos sentamos en silencio. Ella miraba su taza dándole vueltas sin beber. Maman, je suis venue pour parler. Vraiment. Sans Julien, sans Antoine. Juste moi. La miré esperando. Tienne raison, a-t-elle finalement dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. En todo, on a été des profiteurs, des ingrats. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rendait même pas compte. De G que continuera. Necesitaba decirlo, sacar todo. Julien et moi, on a fait les comptes, vraiment. On a vu combien tu nos has donné. ¿Cuántas veces has estado ahí? Et on a vu cuántas veces nosotros hemos estado para ti. Y la respuesta es, presque jamás. No te llamamos en tu cumpleaños el año pasado. No fuimos al hospital cuando te operaron de la vesícula. No estuvimos cuando se cumplieron 5 años de la muerte de papá.
Solo aparecíamos cuando necesitábamos algo. Lloraba abiertamente ahora. Et le pire, c'est qu'on a convaincu les enfants que c'était normal. Que mamie existait pour donner, pas pour recevoir. Me acerqué. Je lui ai pris la main. Sophie, agradezco que lo vea, de verdad. Mais tu comprends que je ne peux pas revenir à como estaban la cosa, verdad? Ella asintió. Lo sé. Et je ne viens pas te demander de revenir. Je viens te demander pardon. Et te dire qu'on va s'en sortir. Julien a trouvé un meilleur travail. On va déménager dans un appartement plus petit. Vamos a ajustar todo, sin ton dinero. Porque así debe ser. Sus palabras eran como bálsamo. No curaban todo, pero sanaban algo. ¿Et Antoine? Ai-je demandé. Ella negó con la cabeza. Antoine est furieux. Chantal aussi. No quieren admitir nada. Están buscando préstamos, hablando con bancos. Te rejettent la faute pour tout. Suspiré. Je ne peux pas contrôler comment ils réagissent, Sophie. Solo puedo controlar mi decisione. Ella apretó mi mano. Lo sé. Et ta décision était la bonne. Aunque me duela admitirlo. Aunque haya tardado un mes en verlo. Fue correcta. Nos abrazamos. Ese te accolade était diferente. No tenía agenda oculta. No venía a competiciones. Era solo un abrazo de hija a madre. De persona a persona. Réel, vrai, apaisant. Cuando se fue me quedé con una sensación étrange. No era alegría completa, pero tampoco era dolor. C'était quelque chose entre les deux. Un espoir prudent. La possibilité que peut-être, avec le temps, quelque chose de réel pourrait se reconstruire. Dodi a despué. Marcel m'a invité à dîner dans un petit restaurant avec vue sur la mer. Hacía año que no iba a un lugar así. J'étais toujours en train d'économiser, de garder pour pouvoir donner aux autres. Me puse un vestido color verde esmeralda que había comprado y nunca usado. Me arreglé el cabello, me maquillé. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas, mais qui me plaisait. Une femme qui s'apprêtait pour elle-même, pas pour impressionner qui que ce soit, juste parce qu'elle voulait se sentir bien. La cena fue maravillosa. Hablamos de todo y de nada. Marcel m'a parlé de son petit-fils qui étudiait à l'étranger, de ses plans de voyage pour l'année prochaine, de cómo había aprendido a cocinar después de que su esposa murió. Je lui ai parlé de mon cours de peinture, de mes nouveaux amis, de cómo je redécouvrais qui était Martine sin el peso de C'est la pourvoyeuse. Reímos mucho. Et j'ai réalisé que cela faisait des mois que je n'avais pas ri comme ça, librement, sans culpabilité, sans peur que le téléphone sonne avec une nouvelle emergencia. Cuando terminamos de cenar, nous avons marché sur la promenade. El air olía a sal. La luz de la ciudad brillaba, se reflétant dans l'eau. « Ah, Martine, dit Marcel en s'arrêtant. Je veux vous dire quelque chose. Ces derniers mois, en apprenant à mieux vous connaître, j'ai vu quelque chose de magnifique. J'ai vu une femme récupérer sa vie, son pouvoir, sa voix, et ce fut un privilège d'en être le témoin. » Me sonrogeait. « Merci, Marcel. Vous avez joué un rôle important là-dedans. Vous m'avez écouté sans juger. Vous m'avez accompagné sans rien demander. Et ça a signifié plus que vous ne pouvez l'imaginer. Nos quedamos mirando el mar en silencio. Un silence confortable, complet. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Había pasado tantos años llenando silencios con sacrificios que j'avais oublié que les silences peuvent aussi être la paix. Que tous les espaces vides n'ont pas besoin d'être remplis. Que parfois, simplement être, exister, sin dar, sin hacer, sin resolver, est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. 6 semanas después de mi decisión, j'ai reçu un courriel de la banque. L'objet disait « Notification importante concernant le prêt immobilier. Mi corazón latió más rápido. Abrí el correo. Informaba que Antoine avait officiellement demandé mon retrait en tant que garante, que le processus était en cours, que dans 30 jours, mon nom ne serait plus lié à cette dette. Leí el correo tres veces. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai souri. Pas de joie malveillante, de soulagement profond,
parce que cela signifiait qu'il prenait ses responsabilités, que estaba buscando solución, que finalement, après de tanto tiempo, il devenait adulte. Es a misma tarde llamé a mi contador. J'ai besoin de revoir ma situation financière complète, lui ai-je dit. Hicimos una cita para la siguiente semana. Cuando llegué a su oficina, j'avais tous mes relevés de compte. Él revisó todo con cuidado. Después de una hora, me miró por encima de sus lentes. Martín, ¿sabe cuánto dinero has recuperado en estos 2 meses? Negué con la cabeza. 8 000 euros. 8 000 euros qui, avant, sortaient automatiquement, et qui maintenant, restent avec vous. Il m'a montré les chiffres, les projections. Si, gracie. En 5 ans, vous aurez récupéré une partie significative de ce que vous avez donné, et vous aurez une retraite digne. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en años. La sécurité financière. No era rica. Mais je n'étais plus en train de me vider pour soutenir des vies étrangères. J'étais stable, autosuffisante, libre. Esa noche calculé cuántos años me había costado cada décision. Les 50 000 euros d'apport, 2 ans de travail. Les 60 000 euros de prêt, 4 ans. Les virements mensuels, 6 ans. Au total, j'avais donné près de 12 ans de ma vie professionnelle. 12 ans que je ne récupérerai jamais, mais qui, au moins, cesseraient maintenant de se multiplier. Una mañana, mientras tomaba café en el balcón, mon téléphone a sonné. C'était Camille. Encore. « Mamie, je peux venir te voir aujourd'hui après l'école ?»« Por supuesto que si » lui ai-je dit. À 16 heures, elle est arrivée avec son sac à dos, les yeux brillants. Entró y me abrazó fuerte. « Tu m'as manqué » a-t-elle murmuré. Et j'ai senti quelque chose en moi se derretía. Parce que cette accolade ne demandait rien. Solo daba. Preparé chocolate caliente. Nos sentamos en la sala. Elle m'a parlé de l'école, de ses amis, d'un garçon qui lui plaisait. Des choses normales, des choses d'adolescente, des choses que nada tenían que ver con dinero o problema. « Mamie » a-t-elle dit après un moment, « je veux que tu saches quelque chose. Papa et maman sont toujours en colère contre toi. Mais pas moi. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Et je trouve que c'était courageux. Le acaricier el cabello. Camille, algun día tu también vas a tener que poser des limites dans ta vie. Avec les gens que tu aimes. Et ça fera mal. Mais ce sera nécessaire. Et je veux que tu te souviennes de ce moment. Que tu te souviennes que c'est bien de dire non. Que c'est bien de te protéger. Que c'est bien d'exister pour toi-même. Ella asintió, sus ojos húmedos. Lo voy a recordar. Je te le promets. Antes de irse, sacó algo de su mochila. Un sobre. Tiens, a-t-elle dit en la mettant dans mes mains. ¿Qué es esto? Ella sonrió tímida. Ce sont les 450 euros que tu m'as donnés pour mon anniversaire. Je les ai gardés. Je ne les ai pas dépensés. Porque cuando me lo diste, ni siquiera te di la gracia bien. J'étais tellement habituée à recevoir de toi que lo veía normal. Mais ahora entiendo que nada de lo que nos diste fue normal. C'était du sacrifice. C'était de l'amour. Et yo no te lo valoré. Así que te los devuelvo. Pas parce que je n'en ai pas besoin, sino porque necesito que sepas que lo entiendo. Que lo veo. Que lo valoro. Mis lágrimas cayeron sin contrôle. Intenté devolvérselo. No, mi amor. Cet argent est à toi. C'était un cadeau. Ella negó con la cabeza. Mami, le meilleur cadeau que me ha dado no es dinero. C'est cette leçon. C'est de te montrer forte. C'est de m'apprendre que le véritable amour a des limites. Et ça n'a pas de prix. S'il te plaît, quédatelo. Ou utilise-les pour toi. En algo que te haga feliz. Parce que tu le mérites. La abracé llorando. Mi nieta Camille había entendido en 16 años lo que sus padres no entendían en 40. Había aprendido la lección que yo tardé 72 años en aprender. Esa noche no pude dormir. Mai pas d'angoisse. De quelque chose qui ressemblait de la plenitud. Parce que Camille m'avait donné de l'espoir. La esperanza de que este dolor, este corte,
Esta ruptura no había sido en vano. Había plantado una graine dans la siguiente generación. Una graine de dignité, de limite, d'amour-propre. Et esa semilla crecería. Peut-être pas chez Antoine, peut-être pas chez Chantal. Mais chez Camille, oui. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. 2 meses y medio después de mi décision, Hélène a organisé un dîner chez elle. Elle a invité ses amis et m'a invité. Je suis arrivée avec du vin et des fleurs. La casa estaba llena de risa, de mujeres de mi edad. Algunas mayores, otras un poco menores. Toutes avec des histoires. Toutes avec des cicatrices. Todas con sabiduría ganada a golpes. Durante la cena, alguien preguntó: «Et toi, Martine, comment vas-tu?» Y por primera vez en mi vida, j'ai répondu avec une honnêteté totale. Les conté todo. Sans filtre, sans honte, sans peur du jugement. Cuando terminé, el silencio fue breve. Luego, una por una, empezaron a hablar. Mónica raconté cómo su hijo la había estafado, cómo le había quitado sus ahorros, prometiendo un negocio que nunca existió. Isabela parlé de sa fille, que solo la llamaba para pedirle que cuidara a los nietos, que la trataba como niñera gratis, que se molestaba si ella tenía planes propios. Françoise partagé como sus hijos habían vendido su casa sin consultarle, diciéndole que era «pour son bien», et en gardant l'argent. Cada historia era un espejo. Chaque témoignage était une validation. No estaba sola. No era la única. No era un monstre pour avoir posé des limites. Esa noche entendí algo fundamental. Les femmes de mi generación, las madres, las abuelas, hemos sido entrenadas para dar hasta desaparecer. À nous sacrifier jusqu'à nous effacer. À n'exister qu'en fonction des autres. Y cuando finalmente reclamamos un espace propre, quand finalmente decimos «ça suffit», el mundo nos llama egoístas, nos castiga, nos abandona. Pero la verdad es otra. La verdad es que hemos sido explotadas bajo el disfraz del amor. Et se rebellé de esa explotación, aunque duela, aunque cueste. Es el acto más revolucionario que podemos hacer. Al final de la noche, Hélène a levé son verre. Aux femmes qui ont appris à dire non, aux mères qui ont récupéré leur vie, aux grands-mères qui ont cessé d'être des distributeurs pour redevenir des personnes. Por nosotras, por Martine, por todas, brindamos. Et dans ce son de copas chocando, había algo sagrado, algo poderoso. La sororité de mujeres que se negaron a seguir siendo mártires, que eligieron vivir en lugar de solo servir, que entendieron que no pueden dar desde un pozo vacío. Salí de esa casa sintiendo algo nuevo. Comunidad. Pertenencia. No con mi familia de sangre, sino con mi familia elegida. Con estas mujeres que me entendían sin explicaciones, que me apoyaban sin condiciones, que celebraban mi valentía en lugar de castigarla. Y me di cuenta de que había ganado más de lo que había perdido. Había perdido a hijos que me usaban, pero había ganado amigas que me veían. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado la realidad de una vida auténtica. Y esa realidad, bien qu'imparfaite, era la mienne, complètement la mienne. Esa noche, antes de dormir, j'ai sorti mon journal. Uno nuevo que había comprado la semana anterior. Couleur café, con páginas en blanco esperando ser llenadas. J'ai écrit sur la première pagina. Aujourd'hui, je commence ma vraie vie. Pas la vie que d'autres ont conçue pour moi. No la vida de servir y desaparse, sino mi vida. La vie de Martine, une femme de 72 ans que finalement aprendió que existir est suffisant. Que je n'ai pas à gagner ma place dans le monde en donnant des morceaux de mí. Que puedo simplemente ser et être là et vivir. Sin pedir perdón, sin dar explicaciones, sin cargar mundos ajenos en mi espalda. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement. Et por primera vez en décadas, je suis excitée por lo que vienne. 3 meses después de mi décision, je me suis réveillée avec le soleil entrant par la fenêtre. C'était samedi. Entre los sábados,
significaban llamadas, peticiones, emergencias inventadas. Ahora significaban silencio, paz, tiempo para mí. Me levanté despacio, sin ate. Preparé café, tostadas. Je me suis assise sur le balcón, et je respiré. Profondément, complètement, librement. El aire sabía diferente. Ou peut-être que c'était moi qui avais changé, qui avait appris à saborear la vida en lugar de solo sobrevivirla. Mi teléfono vibró. Un message de Sophie. Maman, les enfants demandent après toi. ¿Podemos visitarte mañana sans agenda? Juste pour te voir. Leí el mensaje 3 veces, cherchant le piège, el anzuelo oculto, pero no lo encontré. Respondí, mañana está bien, a 15 heures. Ella contestó con un corazón simple, sin mots. Eso de alguna manera decía más que 1000 disculpas, porque había aprendido que a veces el amor verdadero es silencioso, no grita, no exige, solo aparece, con constancia, con respeto, con presencia real. Al día siguiente Paola llegó con sus hijos. Julien n'est pas venu. Etc. bien. No todos tienen que estar listos al mismo tiempo. Los niños me abrazaron. MS. Hablamos. Les preparé galletas como antes. Más diferente. Porque ahora yo decidía cuándo, cómo. Sin obligación, sin culpa. Paola me ayudó a lavar los platos. Maman, a-t-elle dit en séchant une taza. Sé que el camino est largo, que je ne peux pas boire 15 años con una visita. Mais je veux que tu saches que j'essaie, que j'apprends, que je veux une vraie relation contigo. Non basada en conveniencia, sino en amor verdadero. Le tomé la mano mojada con jabón. Sophie, el hecho de que lo veas ya es suficiente. El hecho de que estés aquí sin pedir nada significa más de lo que imaginas. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Ese momento, ese instante de conexión real, valió más que todos los dólares que había dado. Porque era genuino, era limpio, era el comienzo de algo nuevo, algo sano, algo que tal vez con tiempo podría llamarse familia otra vez. Esa semana también recibí una llamada inesperada de Eduardo. No contesté de inmediato. Dejé que sonara. Respiré. Decidí. Et finalement, j'ai décroché el teléfono. Bonjour, maman, a dit sa voix. Cansada, diferente. Bonjour, Antoine. Hubo un silencio largo, incómodo. Maman, yo necesito decirte algo. Eso n'est pas facile. Esperé, sin presionarlo, sin ayudarlo. Tenía razón, en todo. Chantal et moi, nous avons commencé une thérapie. Et le thérapeute nos hizo ver cosas, des choses qu'on ne voulait pas voir, sur la façon dont on te tratábamos, sobre nuestra dependencia, sobre todo. Su voz se quebró. No te pido perdón porque sé que las palabras no alcanzan. Mais je veux que tu saches que je travaille sur moi, qu'on a vendu la casa, qu'on a déménagé dans plus petit, qu'on vit avec ce qu'on gagne. Et c'est dur, muy difficile, mais c'est juste. Et je le sé porque por primera vez en año puedo dormir sin esa presión en el pecho, sin esa voz que me decía que era un fracasado, que no podía mantener a su familia sin su mamá. Mis lágrimas caían silenciosas. Antoine, me alegro de que estés haciendo ese trabajo. De verdad. Él respiró hondo. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Pensé mi respuesta. Bremen la pensé. Eduardo, no sé si pardonner es le mot juste, porque eso implicaría que hubo un crimen. Tal vez no fue crimen. C'était de l'ignorance. C'était de la commodité. C'était suivre un patron sin cuestionarlo. Lo que sí puedo decirte que je n'ai pas de rancœur, que je souhaite que tu ailles bien, que je t'admire de chercher de l'aide, et que peut-être, avec le temps, nous pourrons construire algo nuevo. De différent. De plus sain. El so. Gracias, mamá. C'est plus de lo que merezco. Colgamos. Et je suis restée avec le téléphone à la main, ressentant quelque chose d'étrange. No era alegría completa, pero tampoco dolor. C'était un espoir réaliste.
l'acceptation que les relations brisées peuvent guérir, pero nunca vuelva a ser lo que fueron, se convierte en otra cosa. Et c'est bien ainsi. 4 meses después de mi décision, Marcel m'a invité à voyager. Nada, loco, a-t-il dit en riant. Juste une semaine à la plage. 2 viejos disfrutando el sol y el mar. Acepté sin dudarlo. Hacía 20 años que no iba a la playa. Siempre había una razón para no ir. Siempre había alguien que me necesitaba. Siempre había algo más importante que yo. Pero ahora no. Ahora yo era la prioridad. Hicimos las maletas, tomamos el autobús. Durante esa semana descubrí algo maravilloso. Todavía podía ser feliz. Podía reírme hasta que me doliera el estómago. Podía caminar por la arena sintiendo el agua en los pies. Podía ver el atardecer sin pensar en problemas ajenos. Podía simplemente existir, vivir, ser. Una noche, sentada en la terraza del hotel con Aurelio, miré las estrellas. ¿En qué piensas? A-t-il demandé. ¿En qué pasé 72 años creyendo que mi valor estaba en lo que podía dar? En lo que podía hacer por otros. Resulta que mi valor siempre estuvo en mí. Simplemente en étant moi. En existir, en respirar, en ocupar espacio sin pedir perdón. Marcel asintió. Todos deberíamos aprender eso antes. Pero tal vez llegar a esta edad con esa lección es el regalo. El premio por sobrevivir. Brindamos con vino barato del hotel. Ese brindis fue sagrado. C'était une celebración de la vie, de segundas oportunidades, de comienzos tardíos que llegan justo a tiempo. Cuando regresé del viaje, mi casa me recibió diferente. Ya no era refugio de cansancio. C'était un foyer de paix. Coloqué las fotos del viaje en el refrigerador, abrí las ventanas, puse música, j'y dansé, sola en mi sala, sin testigos, sin juicio. Juste yo mi cuerpo de 72 años moviéndose con libertad, con alegría, con vida. Porque finalmente había entendido que la vida no se trata de llegar al final habiendo dado todo. Se trata de llegar habiendo vivido todo. Moi, después de tantos años dormida, finalmente había despertado. Camila continué de me rendre visite chaque semana. A veces traía su tarea. Otras veces solo quería hablar. Se convirtió en mi conexión con el futuro. En mi esperanza de que las cosas pueden cambiar. De que la siguiente generación puede aprender de nuestros errores. Un día me dijo, abuela, cuando sea grande quiero ser como tú, fuerte, valiente, alguien que se respeta a sí misma. La abracé llorando. Mi amor, tú ya eres todo eso. Solo recuerda nunca olvidarlo. Nunca dejes que nadie te convenza de que existir para ti misma es egoísmo. C'est de la survie. C'est de l'amour propre. C'est la vie. 6 meses después de aquel mensaje, de aquel pulgar verde, de aquella exclusión que se convirtió en liberación, me senté a escribir. No para ellos, sino para mí. Para documentar este viaje, esta transformación, esta muerte y renacimiento. Escribí. Me llamaron egoísta por querer vivir. Me llamaron cruel por poner límites. Me castigaron con silencio por atreverme a existir. Pero lo que ellos no entendieron es que su castigo fue mi regalo. Su ausencia fue mi paz. Su rechazo fue mi libertad. Escribí sobre el pulgar verde, sobre cómo un emoji puede contener tanto veneno, pero también puede ser el catalizador de tu despertar. Escribí sobre los 220.000 euros, sobre cómo j'ai acheté ma propre servitude con la excusa del amor. Escribí sobre Camille, sobre Sophie, sobre Antoine, sobre segundas oportunidades que no todos toman, pero algunos sí. Escribí sobre Marcel, sobre Hélène, sobre las mujeres que me sostuvieron cuando mi familia me soltó, sobre cómo la familia de sangre es asignada, pero la familia elegida se mérite. Y escribí sobre mí, sobre Martín, un femme que tardó 72 años en aprender que no tenía que ganarse el derecho a existir, que sa vie lui appartenait, que él pouvait dire no sin explicaciones, que él pouvait vivir sin cargar mundos ajenos,
qu'elle pouvait simplement ser. Et que eso, ese simple acto de ser, était révolutionnaire, était puissant, était suffisant. Cerré el cuaderno. Lo guardé. Et je suis sortie sur le balcón. El sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y violetas, como mi pintura de la clase, como mi vida ahora. Un atardecer hermoso entre dos etapas. Ya no me daba miedo la noche que vendría, porque había aprendido que después de cada noche llega un amanecer. Et moi, habéis amanecido después de años de oscuridad. Finalmente había amanecido. Respiré hondo, el aire entrando limpio en mis pulmones. Et j'ai souri, no porque todo estuviera perfecto, sino porque finalmente estaba bien con lo imperfecto, porque había aprendido la lección más importante. No puedes dar desde un pozo vacío. Et moi, después de tantos años seca, finalmente me estaba llenando. Gota a gota, decisión après decisión, limite après limite, me estaba llenando. Et cette fois, esta vez, el agua era solo para mí.